Alors, pourquoi est-ce que les entreprises existent? Ça a l'air d'être une question toute simple, presque bête. Et pourtant, croyez-moi, derrière cette apparente évidence se cache un des plus grands paradoxes de la pensée économique. Allez, on va creuser ça ensemble. Imaginez un instant un monde économique idéal. Un monde où absolument tout, chaque transaction, se passe sur un marché parfaitement efficace. L'offre, la demande, tout s'équilibre comme par magie grâce au jeu des prix. Pas de friction, pas de retard. Dans un monde comme ça, à quoi bon avoir des patrons, des managers, des hiérarchies? Tout serait fluide, automatique, parfait. Sauf que, bien sûr, le monde réel, ce n'est pas du tout ça. Il est rempli d'entreprises, de structures organisées, où c'est l'autorité d'un manager qui prime, pas le prix du marché. Alors, si les marchés sont si géniaux en théorie, pourquoi s'embêter à créer ces îlots de coordination qui sont si complexes et si chers? C'est ça le grand mystère qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Bon, commençons par le début, la source du problème, le paradoxe néoclassique. C'est une théorie super élégante, vraiment, mais avec un angle mort gigantesque, l'entreprise elle-même. Ce monde parfait, en fait, s'y repose sur 6 piliers, 6 hypothèses très fortes. Des agents économiques hyper rationnels, une information parfaite et accessible à tous, des échanges qui ne coûtent rien, des marchés pour absolument tout, personne qui n'a assez de pouvoir pour influencer les prix et zéro externalité. Quand on met tout ça ensemble, la coordination est tellement fluide qu'une structure comme l'entreprise n'a tout simplement aucune raison d'être. Et c'est là qu'arrive un certain Ronald Coase en 1937 avec une question, mais une question de génie. Il dit « Si le mécanisme des prix est si efficace, pourquoi diable a-t-on besoin d'un directeur pour coordonner les choses ?» Cette simple question a complètement chamboulé la théorie économique et a en gros inventé tout un nouveau champ d'études. Ok, passons donc à la première grande réponse, celle de Coase lui-même. L'idée, c'est de voir l'entreprise comme une solution super ingénieuse pour économiser de l'argent. L'idée de Coase, elle est juste révolutionnaire. Utiliser le marché, ça a un coût. Ce sont les fameux coûts de transaction. Pensez-y, ce sont tous les coûts cachés. Le temps et l'énergie passés à chercher le bon fournisseur, à négocier les termes d'un contrat, à le faire rédiger par un avocat, et puis à vérifier que tout le monde respecte bien sa part du marché. Ce n'est pas de la production, c'est juste de la friction. Du coup, la question qui se pose pour n'importe quelle boîte, c'est faire ou faire faire? Et la réponse est simple. Une entreprise va décider de produire en interne quand les coûts d'organisation, la supervision, la paperasse, bref, la bureaucratie, sont plus faibles que les coûts de transaction sur le marché. Autrement dit, l'entreprise existe quand organiser en interne coûte moins cher que de passer par le marché. C'est aussi simple et puissant que ça. Pour bien comprendre, prenons un cas d'école. General Motors et son fournisseur de carrosserie, Fisher Body. Au départ, tout va bien, ils signent un gros contrat. Mais voilà que la demande de voitures explose. Fisher Body doit investir dans des machines hyper spécifiques qui ne servent qu'à GM. Et là, c'est le piège. Une dépendance mutuelle se crée avec un risque de hold-up. Chaque partie peut prendre l'autre en otage. La solution pour GM afin de supprimer ce risque devenu trop coûteux, leur achat. GM a tout simplement acheté Fisher Body et a transformé une relation de marché en une opération interne. Ok, donc on voit que l'entreprise permet de réduire les coûts externes, ceux du marché, mais est-ce que c'est toute l'histoire ? Une fois qu'on a tout ramené à l'intérieur, de nouveaux problèmes apparaissent. Qu'est-ce qui se passe avec les défis qui naissent au sein même de l'entreprise? Et ça nous amène tout droit à la deuxième grande réponse. Ici, on ne voit plus l'entreprise comme un rempart contre le marché, mais plutôt comme un immense réseau de contrats entre des personnes. Voilà le cœur du problème, c'est ce qu'on appelle le problème principal-agent. Comment un propriétaire, le principal, peut-il s'assurer qu'un manager, l'agent, va bien bosser dans son intérêt? Surtout quand leurs objectifs ne sont pas forcément les mêmes et qu'il est super difficile, voire impossible, de savoir si le manager se donne vraiment à fond. On est face à un arbitrage super délicat. D'un côté, l'incitation, de l'autre, l'assurance. Le contrat parfait doit trouver le juste milieu. Si on donne des primes énormes, ça motive, c'est sûr. Mais ça expose aussi le manager à un risque énorme si les résultats sont mauvais pour des raisons qui ne dépendent pas de lui. Le bon dosage va dépendre de son aversion au risque, du coût de son effort et de la volatilité de la performance. 74 milliards de dollars, c'est la somme, la valeur boursière qui est partie en fumée avec l'effondrement d'Enron en 2001. Un chiffre hallucinant qui montre de manière dramatique ce qui se passe quand ce système d'incitation déraille complètement. Le cas Enron, c'est vraiment la caricature parfaite de la théorie de l'agence. Les incitations étaient devenues perverses, les dirigeants avaient tellement de stock options qu'ils étaient poussés à truquer le cours de l'action à court terme à n'importe quel prix. Le signal de performance, le cours de l'action, ne voulait donc plus rien dire. En plus, le chien de garde, l'auditeur, était aussi un consultant payé des millions par l'entreprise. Bref, une faillite totale de tous les mécanismes de contrôle. Jusqu'à maintenant, on a vu l'entreprise un peu comme un bouclier. Un bouclier pour se protéger des coûts du marché ou de l'égoïsme des individus, mais si c'était plus que ça? Et si, au lieu de juste se défendre, l'entreprise était une arme pour attaquer, pour créer un avantage proactif? Et ça, c'est notre troisième grande réponse,
qui propose une vision radicalement différente. L'entreprise comme un ensemble unique de ressources et de compétences. Là, avec la théorie des ressources ou Resource-Based View, on change complètement de logiciel. Elle nous dit que l'avantage concurrentiel qui dure, le vrai, il ne vient pas de la position sur le marché, mais des ressources uniques qu'une entreprise possède en interne, des choses que les concurrents ont énormément de mal à imiter. Alors, comment on les trouve, ces fameuses ressources stratégiques? Eh bien, il y a un outil pour ça, le cadre VRIO. Pour qu'une ressource donne un avantage durable, elle doit passer 4 tests. Elle doit avoir de la valeur, elle doit être rare, elle doit être inimitable, c'est-à-dire très difficile à copier, et enfin, l'entreprise doit être bien organisée pour en profiter. Si on a ces 4 conditions, bingo, on tient un avantage en béton. Regardez Apple. Sur près d'une décennie, son retour sur capital investi est systématiquement 3 à 4 fois supérieur à la moyenne du marché. Cet écart énorme et qui dure dans le temps, c'est la preuve qu'Apple a un avantage concurrentiel durable. Mais alors, d'où est-ce qu'il vient ? Eh bien, il vient de ressources qui cochent toutes les cases du VRIO. Son design intégré matériel-logiciel est quasi impossible à répliquer. Son écosystème propriétaire, avec l'App Store et iCloud, rend très coûteux pour un client de changer de crèmerie. Sa marque, bâtie sur des décennies, inspire une loyauté incroyable. Et enfin, sa capacité à sentir les nouvelles vagues, à s'en emparer et à se réinventer, c'est ce qu'on appelle des capacités dynamiques. Voilà, on a nos 3 grandes réponses. 3 pièces d'un même puzzle. Maintenant, il est temps de les assembler pour voir l'image complète. Ce tableau, il résume super bien notre parcours. La théorie des coûts-transactions voit la firme comme un îlot pour minimiser les frictions du marché. La théorie de l'agence la voit comme un nœud de contrat pour aligner les intérêts des gens. Et la théorie des ressources la voit comme un portefeuille unique de compétences pour bâtir un avantage. Aucune de ces visions n'est suffisante seule, mais ensemble, elles nous donnent une image assez complète de ce qu'est une entreprise moderne. Une entreprise qui cartonne aujourd'hui, elle doit être bonne sur ces 3 tableaux. Mais je vous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. À l'ère de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, laquelle de ces 3 visions, la gestion des coûts, la gestion des personnes ou la construction de capacités uniques, sera la plus cruciale pour réussir dans les 50 prochaines années ?